Je vais accueillir Anthony Cotte, chargé de mission innovation au sein de l'Université Lyon 1, et Adrien Léonide de la société Univer qui est intervenu sur le projet conduit par l'université. On les accueille pour témoigner d'une collaboration réussie entre université et entreprise EdTech. À vous, messieurs. On peut les applaudir. Hein. Bonjour et bienvenue à EdTech Day. C'est un plaisir de vous voir. Donc, comme on va présenter, mon nom c'est Anthony Cotte. Je suis chargé de mission innovation XR à l'Université Lyon 1 pour le compte du projet Include, qui est un DMOS et plus particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est mutualisation des pratiques pédagogiques immersives dans l'enseignement supérieur. Le projet dont on vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu, un peu en dehors de ça. Et c'est un retour d'expérience en fait d'une collaboration qu'on a eue pendant plusieurs mois avec Univer pour la production d'une application de simulation chirurgicale. Le contexte, c'est que le prolapsus est une affection qui va toucher jusqu'à 19% des femmes. Par contre, la formation à cette procédure pour les étudiants et les internes en gynécologie est extrêmement difficile. C'est soit en fonction des situations qu'ils rencontrent lors de leur internat, donc des patients qui arrivent et qui repartent, ou alors en fonction des modèles anatomiques des cadavres qu'ils peuvent avoir dans leur cours. Et ça peut être extrêmement compliqué de former toute une cohorte d'étudiants qui peut parfois être des dizaines, voire des centaines, à une même procédure. Et ce n'est pas envisageable d'autoriser des étudiants qui n'ont pas d'expérience de cette procédure-là à le faire sur une opération réelle. Parce que comme vous le voyez sur ce schéma, désolé pour les âmes sensibles, bon déjà c'est pas la pire que j'ai vue hein, dans le cadre de cette production, on m'a envoyé des vidéos de la procédure pour qu'on vérifie si c'était conforme à l'expérience de réalité virtuelle. Et on m'a dit après, à un moment donné, on parlait de je ne sais plus quelles étapes de la procédure. On m'a dit, mais t'as pas regardé les vidéos? Non, si je ne suis pas obligé, je ne les regarde pas. Mais comme vous pouvez voir, le prolapsus, c'est une affection où les organes peuvent descendre, en gros. Et donc, la fixation sacro-spinale, qui est le thème de cette application de réalité virtuelle, c'est en gros de harponner l'utérus à des tendons, à des ligaments sacro-spinaux. C'est ça le contexte, c'est qu'on a des enjeux technico-pédagogiques. Ça touche énormément de gens, c'est difficile à former et on peut pas trop, on peut de moins en moins avoir des cadavres anatomiques à l'université. Alors, je me permets. Bonjour, donc je suis Adrien Léonide, je suis chargé d'affaires pour la société Univer Studio. Effectivement, pour rejoindre Anthony, une des problématiques de la sacrospinal fixation, c'est la régularité de la pratique, puisque c'est une expérience, c'est une opération qui est assez peu courante, qui est peu pratiquée. Et dans les faits, donc cette formation, évidemment, les chirurgiens, au plus ils pratiquent, au meilleur ils sont. Et étant donné qu'elle est assez peu pratiquée, la formation à cette opération est assez complexe. Donc l'avantage en passant par la VR, c'est qu'on va pouvoir s'entraîner au protocole opératoire pour pouvoir former les apprenants. Et du coup, maintenant qu'on a posé le contexte, c'est dans ce cadre-là que le professeur Jerry Lambin, qui est à la faculté de médecine Lyon-Est, qui est chirurgien gynécologue et donc enseignant-chercheur, a contacté le service ICAP, Innovation, Conception, Accompagnement Pédagogique, pour lequel je travaille à l'Université Lyon 1, et nous a demandé
mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution, faire une application en réalité virtuelle que vous pourrez tester juste après ce cycle de conférence pour justement permettre cet entraînement régulier. Dans le cadre de ce projet-là, on a 3 parties au projet, 3 grands acteurs. On a ce demandeur initial, l'enseignant-chercheur, le spécialiste, l'expert, qui sait quelle est la nature de la procédure, quel est le travail qu'il fait avec ses étudiants, quelle est son approche pédagogique, et qu'est-ce qu'il veut à la fin. Enfin, des fois il le sait, des fois il ne le sait pas, des fois il pense qu'il sait, mais en fait il ne le sait pas. Donc la première phase, c'est la compréhension des besoins. Et là, pour le coup, il y a des questions simples à se poser que vous voyez affichées ici. Qui sont les utilisateurs? Quels sont les objectifs pédagogiques précis? Quel est le contexte d'utilisation? Et après, à chaque fois, on peut se poser des questions. Si c'est des internes, ça ne va pas forcément être le même niveau de complexité. Si c'est des étudiants en première année, etc. etc. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette étape-là. Mais donc voilà, d'abord, il faut savoir de quoi on parle et quelles sont les attentes de tout le monde. Ensuite, on définit la direction pédagogique du projet. Là, c'est là où on va commencer à plus intervenir en tant que service d'accompagnement pédagogique. C'est la deuxième partie prenante du projet, c'était plus moi pour le coup, où on va essayer de définir en collaboration avec la EdTech quelle sera la durée par rapport au temps disponible pendant le temps de formation, mais aussi par rapport au budget et à la capacité de développement. Donc c'est une balance assez fine à faire. Quel va être le niveau d'accompagnement de l'utilisateur? Est-ce qu'on le lâche directement dans une procédure sans rien lui expliquer parce que c'est utilisé comme outil d'évaluation finale après qu'ils aient été formés en amont? Ou alors est-ce qu'on fait toute une explication étape par étape avec un mode guidé et ensuite un mode évaluation? Pour le spoiler, c'est ce qu'on a fait au final. Est-ce qu'il est possible de se tromper? Est-ce que c'est juste une démonstration ou est-ce qu'on a un degré de liberté et de non-linéarité? Et ensuite, les critères d'évaluation, est-ce que c'est une expérience qu'on évalue? Est-ce que vraiment il y a une envie de vérifier l'acquisition des connaissances, etc. Et ça, c'est des questions qu'on se pose pour n'importe quel outil pédagogique. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Je sais que la réalité virtuelle, c'est un peu l'effet waouh, le truc cool, le truc tendance, qui va être extraordinaire et qui va fatalement assurer l'intérêt énorme de nos étudiants qui sont très geeks et très branchés sur TikTok. Mais en fait, non, c'est un outil pédagogique comme un autre. Oui, alors effectivement, encore une fois, pour rejoindre Anthony, la recherche du besoin est absolument, la recherche du besoin est absolument primordiale. Donc chez Univers, on est spécialisé dans la création de contenu de formation en réalité virtuelle. Donc on a des équipes pédagogiques, des ingénieurs, développeurs, modélisateurs, etc. Et on ne possède pas le savoir. C'est-à-dire que nous, on sait fabriquer les expériences, mais on a besoin d'experts pour pouvoir créer le projet. Évidemment, on a un petit peu d'expérience maintenant, puisqu'on existe depuis 2014. Et l'approche pédagogique en VR, c'est une approche pédagogique un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Il y a des mécanismes qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent plus difficilement. Donc l'idée de cette collaboration, c'était de récupérer le savoir des experts, en l'occurrence le professeur Lamblin, évidemment savoir la cible destinataire de cette expérience, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un chirurgien qui a 10 ans d'expérience qu'à un apprenant, un jeune interne qui vient de démarrer. Et tous ces éléments-là sont essentiels à la création du projet. Et du coup, une fois qu'on a bien identifié les besoins, une fois qu'on a bien cadré l'approche pédagogique qu'on veut utiliser, on passe à la production, à la co-conception en tant que telle. Donc cette co-conception, elle se fait vraiment étape par étape. D'abord, il y a une étape de collecte et d'analyse des ressources qu'on a déjà. Il faut savoir que souvent, surtout les services universitaires,
ont souvent déjà fait des vidéos, ou ont déjà fait des images, ou ce qui était notre cas, des modèles 3D. On a eu une série qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Anatomie 3D, qui a été fait en partie par un designer 3D, par un infographiste 3D du service ICAP, Olivier Restello. Donc du coup, on a envoyé ces modèles-là à Univers pour qu'ils aient une base. Il n'en reste que, on le verra plus tard, il a fallu adapter ces modèles-là, qui étaient pour des vidéos pré-rendues, à de la 3D temps réel. Mais pour en revenir au processus, voilà, on collecte déjà ce qu'on a, on voit les retours d'expérience qu'on a sur ce qui a déjà été fait ou sur ce qu'on veut. On peut faire des techniques comme le mind mapping, le brainstorming, etc. Ça dépend un peu de chaque équipe projet. Et on passe à la conception, la conception du projet et la rédaction du cahier des charges. Et là, il y a plusieurs choses, Adrien y pourra peut-être plus détailler, mais on choisit l'environnement, le scénario, les différentes étapes, le choix des modes proposés, comme je vous le parlais, formation, évaluation, etc. Et la définition des critères d'évaluation et aussi des feedbacks qu'on donne à l'utilisateur. Mais du coup, vous, quand vous faites un cahier des charges, c'est quoi les éléments essentiels sur lesquels il faut se mettre d'accord? Alors effectivement, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, hein. On va d'abord effectivement aller sur place, écouter les experts qui connaissent les problématiques de l'apprentissage, quels sont les potentiels blocages sur l'apprentissage déjà existant pour travailler l'ancrage mémoriel. Et évidemment, une fois qu'on est mis dans le projet, on va aller chercher toutes les informations nécessaires. Donc on va récupérer celles que vous aviez. Donc tu parlais du modèle 3D qui était déjà existant, qui était extrêmement bien détaillé pour sa fonctionnalité, mais beaucoup trop pour l'usage que nous avions. Donc on a dû retravailler le modèle 3D dans un premier temps pour l'adapter à nos besoins. Et effectivement, après, c'est énormément d'allers-retours avec le professeur Lamblin sur le protocole. Donc il a fallu qu'on nous-mêmes, on apprenne ce protocole-là pour pouvoir bien le comprendre. Et en fonction, encore une fois, de à qui on destine le projet, essayer de se projeter, de se mettre à la place de l'apprenant en question pour savoir s'il a déjà des bases qui va lui permettre d'appréhender cet apprentissage ou s'il faut effectivement repartir de zéro. Là, en l'occurrence, la cible était assez double puisqu'elle visait clairement les internes pour cette formation-là, mais le professeur Lamblin nous avait clairement énoncé sa problématique, c'est qu'il voulait aussi une potentielle évaluation des résultats, d'où le séquençage du projet qui a été d'abord, donc vous avez une partie tuto où on vous expliquait les gestes à réaliser pour que vous ayez une meilleure compréhension de l'outil, puisqu'il ne faut pas oublier que la réalité virtuelle reste un nouvel outil de formation et on est en train de le mettre en place petit à petit, mais il y a encore cette barrière technologique qui peut faire peur à beaucoup. Donc on a systématiquement un mode tutoriel qui va permettre de s'immerger dans l'environnement, de prendre ses repères, de prendre ses marques. Et une fois qu'on a passé ces quelques minutes, c'est très court, on est beaucoup plus à l'aise et on va pouvoir passer au protocole. Oui, ça juste en aparté, c'est quelque chose qui est assez essentiel dans le cadre d'une collaboration, mais généralement dans toute utilisation d'une technologie pour l'enseignement, c'est de faire très attention à ce que la technique et surtout la difficulté technique à comprendre et à utiliser l'outil, que ça se soit suffisamment bien maîtrisé et que ce ne soit pas un obstacle à l'intégration des compétences que l'on veut réellement transmettre. C'est exactement ça. Du coup, dans toutes les expériences que nous concevons, il y a une phase de simplification de l'utilisation de l'outil, pas de la formation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vos apprenants, au sortir de là, l'intérêt, c'est pas qu'ils sachent utiliser un casque de réalité virtuelle, mais c'est qu'ils n'aient uniquement retenu ce qu'on voulait leur faire apprendre, en l'occurrence la sacrospifixation, mais que l'objet, qui lui est accessoire, ne devienne pas le centre du projet. Donc du coup, vu qu'on commence un peu à approcher du début de la fin, il nous reste 5 minutes. Et on a déjà bien parlé de cette application de réalité virtuelle, sacrospinofixation.
Donc du coup, la prochaine diapo, on va vous montrer une vidéo de ce que c'est, pour que vous voyez la procédure. Mais pour conclure sur la partie développement, donc du coup il y a la remodélisation. Quand on dit cœur et architecture technique du projet, ça c'est vraiment le travail pour lequel on fait appel à une EdTech, parce qu'on n'a pas les ressources en interne en tant que service universitaire pour développer ça. C'est des équipes de 5-6 personnes pour un seul projet pendant plusieurs mois. Donc après, si vous en tant qu'université, vous pouvez mettre le budget pour ça, ben, top. Envoyez-moi un mail parce que je veux savoir comment vous faites. Mais sinon, du coup, ça c'est aussi une des forces d'avoir des spécialistes de la question vraiment professionnelle et avoir vraiment si vous voulez, externaliser les coûts, en quelque sorte. Non, c'est bon, on entend bien. Pour cette intervention, la patiente est installée en position gynécologique, sous anesthésie générale ou loco-régionale, les fesses débordant légèrement de la table d'opération. Pour commencer, positionnez une valve vaginale sur la patiente. Donc là, pour le coup, ça c'est une... Saisissez le col à l'aide d'une pince de Pozzi. À environ 2 cm de l'épine, sur le ligament. Donc là, l'extrait... Là, c'est bon. Non, Ouais. ah si. Oui, donc l'extrait que vous venez de voir, c'est le mode démo. Donc on a passé le tuto. On aurait peut-être dû vous avertir de l'image au préalable. Désolé pour ça. Oui, la sacrospi passe par là. Donc là, on est vraiment en mode démo. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour les apprenants qui n'ont jamais fait le protocole, de leur imposer le parcours étape par étape. Donc chaque étape, vous avez entendu le petit ding qui validait l'étape qui lui permettait de passer à la suite. Donc pour nous assurer que le protocole est bien respecté chacune des étapes du protocole opératoire. Et par la suite, effectivement, une fois que vous aurez suffisamment pratiqué ce protocole, que vous serez à l'aise avec, on va passer en mode évaluation, où là, vous vous retrouvez dans le même environnement. Alors, pour information, ce que vous voyez, c'est uniquement une partie de ce que voit la personne en réalité virtuelle, puisque vous vous doutez qu'on n'est pas capable de reproduire sur un écran plat un environnement 360 degrés et aussi réactif. Donc une fois, comme je le disais, qu'il était suffisamment à l'aise avec le protocole acquis, on le remet dans la même scène, dans le même environnement, mais cette fois, on ne lui donne plus aucune consigne et il va devoir appliquer le protocole par lui-même. Nous, évidemment, pendant qu'il fait tout ça, on note chacun de ses gestes, on enregistre chacun de ses mouvements et on va pouvoir lui montrer s'il a réussi son expérience à 100%, s'il a accroché son fameux petit harpon à 1 cm trop loin, 1 cm trop près, sachant que si vous faites une mauvaise manipulation, vous êtes en capacité de paralyser votre patient. Donc la sensation est très très importante, sachant qu'on a rajouté des retours haptiques pendant que vous faites la manipulation. Donc même si vous êtes en train de travailler entre guillemets dans le vide en réalité virtuelle, chacun des gestes que vous faites envoie un feedback pour vous assurer que vous êtes au bon endroit. Oui, parce que du coup, tout l'intérêt de pouvoir s'entraîner à volonté, c'est que forcément, contrairement à un entraînement, contrairement à une formation sur une opération réelle, c'est pas gentil pour le modèle 3D, mais on peut perforer une vessie sans que les personnes décèdent. Et du coup, ça nous amène à, une fois qu'on a fini, c'est là l'étape la plus intéressante, en tout cas pour nous et pour les enseignants, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc du coup, j'aimerais parler assez rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on pourra en parler plus dans les questions, de qu'est-ce que ça apporte de faire une expérience de pédagogie immersive, de faire une expérience en réalité virtuelle. Parce que, bon, après tout, on pourrait avoir des mannequins de simulation. Ça existe. Des mannequins qui sont déjà physiquement présents dans le monde, il n'y aurait pas besoin de mettre un casque sur la tête, etc. Mais l'intérêt de la pédagogie immersive et de la VR dans ce contexte-là,
c'est qu'on peut avoir un guidage, justement, les mains fantômes que vous voyez, que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est le professeur Lamblin lui-même qu'on a enregistré, dont on a reproduit les gestes exacts à destination des enseignants, donc ça les guide vraiment pour ça. Il y a l'idée de répétabilité, c'est-à-dire que pour remettre les choses en place, on a juste appuyé sur le bouton reset et ça repart du début. On a aussi la possibilité de faire du tracking assez précis, de à quel point, au centimètre ou au millimètre près, où est-ce qu'on a touché, à quel angle on a inséré. Là, on ne l'a pas montré dans la vidéo, mais on peut rendre le corps transparent en mode formation pour voir l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que dans la procédure réelle, on ne voit absolument rien. On ne peut pas mettre de caméra, on ne peut rien mettre. Donc c'est à l'aveugle et au feeling. Donc ça, c'est vraiment important. Après, bon, il y en a d'autres, hein, le distanciel, l'immersion, la présence et l'interaction, mais ça, c'est des caractéristiques de la VR en général. On pourra parler éventuellement dans les questions des enjeux d'usage, des enjeux de data, de RGPD, etc. Rapidement, je passe sur les 2 dernières slides. Les leçons principales, selon moi, c'est d'apprendre à collaborer sans imposer. Chacun est spécialiste de son domaine et les secrets d'une collaboration réussie, qui est plus ou moins le titre de notre conférence telle que je m'en souviens, c'est vraiment de respecter les spécialités de chacun et d'essayer de ne pas imposer dans le sens ou dans l'autre notre vision des choses, parce que chacun se rend compte de son point de vue de choses extrêmement importantes pour la bonne réussite de l'entreprise. Comme on en a un peu parlé sûrement au cours de la journée, toute utilisation de la réalité virtuelle implique de se poser des questions sur son ingénierie pédagogique et l'ingénierie de toute sa formation même. Le fait même d'utiliser la réalité virtuelle induit un changement de rôle de l'enseignant. L'enseignant n'est plus vraiment celui qui donne la connaissance du haut de sa scène de conférence à parler dans un micro à des gens qui sont captifs. Je me rends compte de l'ironie de la situation actuellement, mais est plus un guide et une personne ressource pour assister les étudiants dans leur apprentissage. C'est vraiment cette idée d'apprentissage expérientiel et d'enseignant facilitateur. Et la dernière, je l'ai mis parce que c'est plus à destination des administratifs qui veulent commander des expériences de réalité virtuelle. On peut collaborer avec une entreprise EdTech 1 ou 2 fois, mais si on veut que ce soit une collaboration régulière au niveau financier, régulation et marché et appel d'offres, ça peut devenir très très compliqué. On en parlera si vous voulez. S'il vous plaît, m'en parlez pas trop longtemps. Mais ça peut être un vrai problème. Et enfin, on tenait à montrer le professeur Lambin, qui a été le demandeur initial et l'utilisateur final, parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il aurait beaucoup aimé, mais il a des opérations en cours, beaucoup des opérations chirurgicales. Et du coup, qui a été une cheville ouvrière centrale de cette entreprise. Merci beaucoup. Merci. On peut passer... Oui, on peut les applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une question, enfin j'ai 2 questions par rapport alors, à la VR, à la spécificité du motion sickness. Et elle est liée à autre chose, qui est l'évaluation à travers cet outil. Est-ce qu'on peut envisager qu'à un moment il soit fait par l'outil grâce au tracking et compagnie, ou est-ce qu'il faut forcément que tout soit filmé, enregistré pour qu'un médecin derrière puisse attester de la validité de la formation? Alors, bon, il y a 2 parties à la question. La question de la motion sickness, ça peut être un vrai problème. Mais il y a 2 choses.
Il y a le fait que les technologies de casque de réalité virtuelle ont énormément évolué, même ne serait-ce que depuis le premier casque commercial, l'Oculus Rift CV1, qui lui était pouvait être un peu rude parfois, et aussi les pratiques et les compétences des gens qui font des expériences de réalité virtuelle ont vraiment évolué. Donc ça fait que si votre expérience est en 90 images par seconde et qu'elle est bien faite et qu'il n'y a pas de mouvement brusque qui prend le contrôle de la caméra à l'insu de l'utilisateur, ça devrait bien se passer, même si environ de 2 et quelques % des gens qui sont fondamentalement extrêmement malades. Oui, alors effectivement, il y a une partie du motion sickness qui peut être due à la fréquence des images dans le casque. Malheureusement, la plupart du temps, c'est simplement la cinétose, vous voyez un mouvement que votre oreille interne ne perçoit pas. Et pour le coup, en fait, il suffit simplement de bien penser son expérience et de ne pas créer de mouvements aléatoires pour l'utilisateur pour réduire 99% des problématiques sur le motion sickness. Et du coup, pour l'évaluation, on y vient. Alors ça, pour le techniquement... Ça, pour le coup, je peux peut-être répondre. Ouais, vas-y. Au niveau de l'évaluation, il n'y a vraiment aucune problématique puisque nous, effectivement, dans le casque, on est capable de tout enregistrer via les datas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une simple validation d'autorisation de données, on pourra même l'associer aux apprenants et via une plateforme, il aura la possibilité de suivre lui-même son évolution, même si les deux sont possibles. On a des clients qui nous demandent d'avoir la vidéo pour pouvoir repasser en plénière justement et montrer et mettre en exergue quels sont les bons gestes, quels sont les gestes à éviter. Je pense notamment à la collaboration qu'on a eue avec la police technique scientifique qui, eux, pour figer des scènes de crime, prennent des photos. Donc dans la réalité virtuelle, l'apprenant prend un appareil photo et prend des photos de la scène. En réalité virtuelle, on est capable aussi de remonter ces photos pour que le formateur puisse les analyser après l'expérience en dehors. Donc en fait, les deux sont tout à fait possibles et tout va dépendre du besoin de la formation. Et du coup, oui, on peut tout enregistrer, on peut théoriquement tout automatiser, mais là où ça va devenir une proposition de valeur vraiment forte, ce sera en augmentation justement de l'accompagnement pédagogique de l'enseignant. C'est pas l'AVR va remplacer les profs, non. Et aussi, ça on l'a peut-être pas bien précisé parce qu'on n'a pas trop parlé de Home, mais vous le verrez pendant la démo, on a des casques autonomes, des Quest, qui sont reliés à une tablette Microsoft Surface, et du coup on a les retours d'écran de ce que les gens voient à l'intérieur des casques sur la tablette. Ou alors si on a un PC fixe, on l'a sur le PC. Et c'est extrêmement important pendant l'expérience que le formateur ou l'enseignant voit ce que les étudiants font. C'est essentiel. Alors là, effectivement, pour le coup, pour le Home, je vais reprendre la parole. En fait, depuis qu'Univers existe, on a constaté que les expériences de formation fonctionnaient plutôt bien, mais que les formateurs, eux, n'étant pas habitués à la technologie, se retrouvaient souvent confrontés à « mince, comment fonctionne le casque ? J'ai pas envie que mes apprenants s'aperçoivent que je suis en galère ». Du coup, l'expérience finissait malheureusement souvent au placard. Pour éviter ça et pour accompagner les professeurs, puisque la réalité virtuelle aujourd'hui, l'idée c'est pas de remplacer effectivement les formateurs, bien au contraire, c'est de leur proposer un outil complémentaire à la formation pour favoriser l'ancrage mémoriel. Donc on a développé avec Univers un logiciel qui va permettre la facilitation de l'usage du casque. En gros, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous former sur l'utilisation du casque, mais simplement avec une tablette Surface et en quelques clics, vous allez pouvoir piloter les casques, donc lancer sur 2, 4, 6, 8 casques, en simultané l'expérience à tous vos apprenants, bénéficier du retour écran pour les observer et les accompagner tout le long de leur expérience. Et évidemment, derrière, grâce à ce logiciel, on va aussi être en capacité de récupérer les données pour pouvoir par la suite proposer, par exemple, d'intégrer leur parcours à leur MOOC ou autre. Oui, à Moodle ou quoi. Oui. Et ce qu'on vous disait sur le fait que la technologie ne soit pas un obstacle à l'apprentissage pour les utilisateurs, on peut dire la même chose à propos des enseignants et des formateurs. Il ne faut pas que la technologie les bloque et les gêne dans leur boulot, en fait. Je vais faire le gardien du temps, pour pas qu'on prenne trop de retard avec les autres tracks, mais dans tous les cas, vous serez présent pour l'espace démo. C'est ça, on est juste là. On aime bien parler, donc n'hésitez pas. Oui, si vous voulez tester, effectivement, derrière vous, il y a des casques qui sont prêts à l'emploi.
Donc à la fin des tracks, vous pourrez reposer toutes les questions si vous voulez, parce qu'on va enchaîner. Oui, voilà, et je à vais vous partir de 15 remercier. heures, pas maintenant. Et merci beaucoup, messieurs. Merci, au revoir.